Je me présente rapidement. Donc, Inde, je suis cofondatrice de WeMind, qui est une société qui permet aux freelances et aux entrepreneurs d'avoir les mêmes avantages que les salariés en termes de mutuelle, de protection sociale, maintien des revenus, garantie logement pour trouver un appart sans CDI et comité d'entreprise. Alors, on a eu cette idée de se dire, en fait, sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le travail indépendant, la protection sociale, et ben, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accueillir des gens qui ont un discours intéressant sur le fait d'être indépendant, le fait de créer un collectif, de travailler tout seul, travailler avec une plateforme ou pas, d'avoir des difficultés, de ne pas en avoir. Et on a voulu un peu élever le débat sur ces sujets-là et pouvoir recevoir des gens qui ont des choses intéressantes à dire sur ce sujet. Alors, la première personne qu'on reçoit dans ces talks, c'est Nicolas Collin. Donc, bienvenue Nicolas. Merci. Je pense que vous pouvez l'applaudir, notre premier invité. Alors, je vais commencer par vous dire un petit peu qui est Nicolas. Du coup, tout ce que tu as fait avant d'arriver dans cette salle ici au wagon. Donc, tu as été étudiant à l'ENA. Ensuite, tu es devenu inspecteur des finances. Tu es l'un des cofondateurs de The Family, qui est un fonds d'investissement très connu à Paris et en Europe, qui finance des startups. Tu es l'auteur d'un livre qui est très lu par les entrepreneurs et que peut-être vous connaissez, qui s'appelle L'âge de la multitude, avec Henri Verdier. Tu es également l'auteur de Faut-il avoir peur du numérique avec Laetitia Vito et l'auteur de Edge, qui est un livre sur la protection sociale à l'âge entrepreneurial. Et donc, c'est pour ça qu'on te reçoit ce soir. Alors, ma première question, Nicolas, c'est pourquoi tu as écrit ce livre et pourquoi tu l'as écrit maintenant ? Alors, j'ai écrit ce livre, il y a une histoire un peu de positionnement qui est liée au fait que donc, The Family, mon entreprise existe depuis 5 ans. C'est une entreprise qu'on a développée d'abord à Paris, puis on a essayé de prendre un peu d'envergure, d'investir dans des startups et de soutenir des startups ailleurs qu'à Paris. Et puis, il y a quelques temps maintenant, on a décidé de se développer en Europe. Et se développer en Europe, ça peut paraître très simple. On se dit, bon, bah, la France est en Europe, il suffit de faire un pas vers l'Est, un vers le Nord, un vers le Sud, et on sort des frontières, on rentre dans d'autres pays. Mais rentrer dans d'autres pays, ça veut dire changer de langage, enfin changer de langue, changer d'image, se faire connaître différemment, repartir de zéro parce qu'on n'a pas les réseaux, la notoriété qui suffit. Et donc, et à ce moment-là, on s'est mis comme The Family, à commencer à s'exprimer énormément, mais en portant un discours qui devait avoir une portée j'ai envie de dire, plus universelle, en fait, qui ne soit pas seulement Paris, ses problèmes, les entrepreneurs à Paris et les obstacles auxquels ils sont confrontés, mais les entrepreneurs en général, le monde qu'ils construisent, les défis que ça pose à l'ensemble de la société et la façon dont on peut relever ces défis en construisant des nouvelles institutions. Et ma vision des choses, qui est une vision très dialectique de l'histoire, c'est que rien n'est écrit d'avance. En fait, la technologie est un peu écrite d'avance parce qu'elle produit une certaine manière de produire, une certaine manière de consommer, mais la façon dont on réagit à cette technologie, dont on aménage le fonctionnement du marché et dont on équipe la société avec des institutions peut se faire dans un sens, dans un autre, peut se faire plus ou moins bien. Et donc je pense que c'est une discussion. Les startups et les institutions qu'elles appellent, dans laquelle il faut prendre des positions fortes, des positions politiques. Et du coup, c'est un livre qui naît à la fois de mon activité dans The Family, mais aussi des sujets qui m'intéressent depuis beaucoup plus longtemps que The Family, et puis d'une sensibilité personnelle qui me fait prendre des positions sur ces sujets de protection sociale, sur qu'est-ce qu'on doit attendre de la protection sociale, pourquoi c'est important d'avoir une protection sociale et comment celle-ci doit être conçue et mise en œuvre. Alors, dans ton livre, tu parles, j'utilise l'expression anglaise et on pourra la traduire, qui est le tech backlash. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et pourquoi c'est d'actualité en ce moment ? Oui, le tech backlash, c'est
c'est la défiance, enfin, c'est l'hostilité permanente envers les entrepreneurs qui créent des startups, lesquelles deviennent, comme disent les Américains, des tech companies. Donc, le tech backlash, c'est la haine que la société renvoie vers les tech companies au motif justifié parfois ou injustifié parfois qu'elles bouleversent l'ordre des choses, qu'elles font émerger des problèmes qu'on ne connaissait pas avant, qu'elles mettent le doigt là où ça fait mal parfois. Et ça, c'est quelque chose avec lequel qui était très contrasté des deux côtés de l'Atlantique, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu l'idée d'écrire ce livre. C'est quoi la différence entre les deux côtés de l'Atlantique par rapport à ça? Ici, ceux qui ont feuilleté le livre, j'ouvre le livre sur une anecdote qui est quelque chose qui m'est arrivé, qui est que j'ai été poursuivi en diffamation en 2014 par Nicolas Rousselet, qui est le patron du groupe G7, devenu groupe Rousselet, au motif d'un billet que j'avais écrit, d'un article que j'avais écrit pour critiquer sa vision de l'innovation. Alors je salue Jérôme, mon avocat, qui avait plaidé dans le tribunal, et grâce à qui j'ai été relaxé de toutes les charges portées contre moi. Mais ça, en fait, donc c'était un événement un peu fondateur pour moi, parce qu'en plus c'est arrivé au moment où j'ai rejoint The Family à plein temps. J'ai publié cet article. Bref, ça m'a fait rentrer tout de suite sur une sorte de champ de bataille où il y a le vieux monde qui résiste, qui actionne des leviers très puissants pour essayer d'empêcher les entrepreneurs et les entreprises numériques d'avancer et de déployer des nouveaux modèles, des nouvelles approches, des nouvelles façons de régler les problèmes. Et puis en face, il y a les entrepreneurs qui essaient d'affronter cette résistance du quotidien avec les moyens du bord, c'est-à-dire en Europe, pas grand-chose. Et du coup, le tech backlash, me semble-t-il, est quelque chose qui est le quotidien des entrepreneurs ici en Europe. Quand on est entrepreneur, on bouleverse l'ordre établi, et parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, beaucoup moins de moyens que les Américains, on est obligé on ne peut pas s'affranchir de l'ordre établi, en fait. On ne peut pas s'isoler, lever beaucoup d'argent pour confier à des avocats, à des lobbyistes, à des communicants le soin de s'occuper de tous ces problèmes. On est obligé de les affronter soi-même. Et ça n'existait pas aux États-Unis pour deux raisons pendant la période récente. Première raison, je viens de le dire à l'instant, c'est que les entreprises numériques américaines, elles ont tellement de moyens qu'elles peuvent isoler leurs dirigeants, leurs ingénieurs, les gens qui s'occupent de les faire grandir de tous ces problèmes. Et tout ça est en quelque sorte sous-traité à une énorme industrie du lobbying, des cabinets d'avocats, etc., des influenceurs qui vont gérer qui vont maintenir à distance l'hostilité marginale que suscitent les entreprises numériques. Et l'autre chose qui les a longtemps protégés, c'était Obama. Parce qu'Obama, c'est quelqu'un qui a émergé d'un seul coup, un peu comme Macron chez nous 10 ans plus tard. Il est quasiment sorti de nulle part. Il s'est emparé puissamment des outils numériques pour faire campagne. Il a gagné en partie grâce à ça. Il a du coup créé une sorte de relation très forte avec la Silicon Valley parce qu'il avait utilisé les outils numériques avec une démarche très entrepreneuriale. Et ensuite, les deux mondes se sont rapprochés. C'est Obama, notamment pour sa campagne de réélection en 2012, est devenu un allié assumé et très très proche des grands patrons du numérique, qui ont donné énormément d'argent pour l'aider à faire sa campagne, et qui ensuite, avec cet argent, évidemment, ont acheté une forme de proximité, c'est-à-dire on va jouer au golf avec le président. Il y a eu beaucoup de circulation, des gens qui travaillaient dans la Silicon Valley qui sont partis travailler à la Maison-Blanche, des gens de la Maison-Blanche qui sont partis travailler dans la Silicon Valley. Bref, il y a eu cette symbiose. Et grâce à Obama, qui était quand même un président très respecté, assez populaire en interne, mais surtout très respecté dans le monde, Obama a protégé un peu comme un bouclier les entreprises numériques de l'hostilité latente qu'il y avait à leur rencontre, au motif qu'elles ne payent pas d'impôts, qu'elles envahissent notre vie privée, qu'elles détruisent des emplois, qu'elles bouleversent des industries entières. Mais justement, est-ce que c'est justifié, ça? Il me semble que d'une certaine façon, il y a quand même des choses qui sont justifiées. Le fait que les entreprises qui ne payent pas d'impôts, qui détruisent des emplois, c'est aussi une réalité. Oui et non. Non, moi, la façon... Les gens qui émettent ces critiques sont en général dans deux cas. Le premier cas, c'est qu'ils observent ça de loin, ils ont leur vie à eux, c'est pas facile tous les jours,
Ils remplissent leurs feuilles d'impôt, ils perdent leurs impôts, et quand on leur annonce que ces entreprises, elles n'en payent pas du tout, bah, évidemment, ça les choque. Et légitimement, ils posent des questions qui fâchent. Ils disent pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et ils lisent les journaux, ils essaient de comprendre. Comme c'est extrêmement complexe, personne n'y comprend rien. Mais la préoccupation est légitime. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Après, ceux qui vont beaucoup plus loin, c'est-à-dire qui s'acharnent, qui en rajoutent une couche, qui poussent pour qu'il y ait des articles, qui en parlent au ministre, etc., c'est ceux qui ont un intérêt à mettre des bâtons dans les roues aux entreprises numériques. C'est les taxis. Les taxis ne vont pas voir les pouvoirs publics en disant à cause d'Uber, on a moins de courses. Ils vont voir les pouvoirs publics en disant regardez, Uber ne paye pas beaucoup d'impôts. Je dis ça, je dis rien, je vous laisse en tirer les conclusions qui vont, et ça crée un problème. Où les libraires vont voir les pouvoirs publics pour dire bah, Amazon ne paye pas beaucoup d'impôts. Bon, par ailleurs, ils nous font une concurrence. Il nous faut concurrence, mais la concurrence, bon, bah, c'est normal, c'est le marché, mais le fait de ne pas payer d'impôts, ça, c'est pas très bien. Donc c'est des choses qui sont exploitées pour servir des intérêts économiques. Et dans l'Amérique présidée par Obama, ça ne marchait pas très bien parce qu'en gros, les pouvoirs publics disaient ben non, c'est nos amis, ils ont financé notre campagne. Tout va très bien. Donc moi, après, je pense que, et le livre participe de cet effort-là, je suis, moi, intimement convaincu, parce que je travaille avec des entrepreneurs, parce que je connais très bien l'expérience entrepreneuriale, et parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce que c'est que l'économie numérique, et essayé de la comprendre, notamment quand on a écrit L'âge de la multitude, avec Henri, on a essayé de comprendre pourquoi elle est si différente de l'économie traditionnelle. Et quand alors justement, en fait, c'était ma question suivante. C'est très important que tu nous expliques ce point-là avant de parler du freelancing, des plateformes, etc., qui est vraiment ce point de on change d'économie, donc on change de monde, et en gros, on continue d'utiliser les références de l'ancien monde pour le nouveau, et en gros, on se trompe. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui. On est en train de vivre quelque chose qui se passe à peu près tous les 50 à 70 ans, et qu'on peut appeler une transition, une révolution technologique. Et une révolution technologique, c'est quelque chose qui se passe quand une nouvelle technologie arrive à maturité et qu'elle éveille l'intérêt d'entrepreneurs, d'investisseurs, d'innovateurs qui cherchent à s'en emparer pour faire des choses différemment et, si possible, mieux, en fait, pour résoudre des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre jusqu'ici. Et il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont inventées tous les jours dans des laboratoires, mais il y en a certaines parfois qui sortent des laboratoires, qui affleurent à la surface et qui provoquent une onde de choc dans l'ensemble de l'économie. Parce qu'elles ont éveillé encore plus de curiosité et d'intérêt de la part des innovateurs et qu'elles ont attiré énormément de capital, énormément d'argent, public ou privé, qui est investi dans l'exploration de tout ce qu'on peut faire avec cette nouvelle technologie. En général, pendant 10 à 20 ans, on investit de l'argent en vain parce qu'on ne comprend tellement pas cette nouvelle technologie qu'on ne sait pas très bien comment gagner de l'argent avec. Donc l'argent est englouti comme ça à perte. Donc c'est normal qu'il y ait des startups qui lèvent beaucoup d'argent, qui disparaissent. Oui, c'est le cycle normal, quoi. C'est normal. Et en général, tous les gens qui participent à ce premier tour d'exploration sont emportés dans une bulle spéculative qui finit toujours par exploser. Et quand elle explose, plein de gens ont perdu leur argent, plein d'entreprises vont au tapis, mais quand c'est une révolution technologique, il reste toujours quelque chose. Et donc le grand exemple historique, qui est assez facile à comprendre, c'est la révolution ferroviaire, qui est la première révolution technologique moderne, c'est la révolution industrielle. Après, il y a eu la révolution ferroviaire. Les gens qui ont financé, qui ont investi dans les réseaux ferroviaires au XIXe siècle, c'était soit des investisseurs, des spéculateurs au Royaume-Uni ou aux États-Unis, soit les pouvoirs publics comme en France. Ils ont perdu cet argent parce qu'on a déployé ces réseaux ferroviaires et puis on n'a pas très bien vraiment trouvé au départ comment gagner de l'argent avec, comment les rentabiliser. Et ça a duré tellement longtemps, des décennies, jusqu'à ce qu'on finisse par trouver que tous les gens qui avaient fait les premiers investissements au départ, les entreprises ont fermé, ont fait faillite, les gens sont décédés, etc. Mais malgré l'explosion de bulles ferroviaires, il y a eu plusieurs bulles ferroviaires au XIXe siècle, les rails sont restés en place, en fait. D'ailleurs, plus personne n'avait d'argent pour les démonter, donc ils sont restés là.
les trains roulaient vaguement dessus, et jusqu'à ce qu'on finisse par trouver comment rentabiliser l'infrastructure. Et donc c'est ça, une révolution technologique se passe quand une technologie attire tellement d'argent qu'on finit par déployer quelque chose qui résiste à l'explosion de la bulle, laquelle est inévitable. Et dans notre révolution numérique actuelle, comment ça s'est passé? La bulle, c'était les années 90. Les années 90, plein de gens, des entrepreneurs, des investisseurs ont été attirés par Internet parce qu'ils ont senti qu'avec Internet, on pouvait faire des choses extraordinaires. La bulle a explosé parce que personne n'avait bien compris comment exactement faire des choses extraordinaires. Mais il y a plein de choses qui sont restées en place. Il y a les réseaux qui ont été déployés par tous les opérateurs de télécom qui ont tous été au tapis quand la bulle a explosé. Mais les réseaux sont restés en place, évidemment. Et puis, il y a quelques entreprises qui ont résisté à l'explosion de la bulle. Il y a Amazon, qui est une entreprise qui date de 1994, qui est passée à 2 doigts de la mort en 2000, mais qui a résisté. Il y a Google, qui a été créé en 1998, et qui, quand la bulle a explosé, ils venaient juste de lever plein d'argent. Donc, ils étaient richissimes, et ils avaient tout le temps devant eux pour essayer des choses et trouver un business model. Voilà, et tout ça reste en place. Donc, il y a une période de latence. Et ensuite, ça reprend, mais là, sur des bases beaucoup plus solides, parce que l'infrastructure est là, la technologie est beaucoup mieux comprise, les entrepreneurs sont plus chevronnés, les investisseurs sont plus avisés, et ils font émerger quelque chose qui est radicalement différent. Et là, il y a plein de manières dont l'économie numérique est différente de l'économie fordiste du XXe siècle, ou de l'économie de la production de masse, il y a plein de manières de l'appeler, mais on connaît tous voilà, les grandes usines d'assemblage, de l'industrie automobile, ça c'est la matrice de l'économie du XXe siècle. Et on a tous grandi dans cette économie-là, on en a acquis les réflexes, on a appris tout ce qu'il fallait apprendre dessus dans les écoles de commerce, dans les universités, etc. Et on est tous arrivés dans la vie active en pensant qu'on perpétuerait ça. Et là est arrivée la bulle qui a éclaté en 2000, la crise financière en 2008, et toute l'économie a été submergée par des grandes entreprises numériques qui font les choses très différemment. Et pour comprendre la différence, donc ça c'est une formule qu'on a ciselée avec Henri Verdier dans notre livre La jeu à multitude, comment comprendre l'économie numérique en une phrase. Ça c'est Henri qui m'avait dit ça, il m'avait dit, il a travaillé pendant des années chez Odile Jacob dans l'édition, et dit un livre, ça se vend, si ça se résume en une phrase qui est une thèse très forte. Donc pour être sûr de vendre le livre, on a d'abord réfléchi beaucoup à quelle serait cette phrase, et ensuite on a écrit le livre. Et la phrase, c'est la suivante, c'est voilà, si vous voulez comprendre l'économie numérique, c'est une économie dans laquelle il y a plus de puissance à l'extérieur qu'à l'intérieur des organisations. Et l'informatique et les réseaux déplacent la puissance. L'économie du XXe siècle, l'économie fordiste, la puissance était à l'intérieur. Les entreprises les plus puissantes étaient celles qui possédaient le plus d'actifs, des marques, des immobilisations corporelles, des brevets, des choses comme ça, les meilleurs ingénieurs, etc. Tout ça, c'était à l'intérieur. Dans l'économie numérique, vous pouvez accumuler tout ce que vous voulez, des marques, des brevets, des immobilisations corporelles, ce ne sera jamais plus puissant que la puissance des individus connectés en réseau. Parce que, justement, c'est ça qui change. Les individus, maintenant, ils sont équipés d'ordinateurs, de smartphones, ils sont connectés les uns aux autres, et du coup, ils ont cette puissance autonome qui ne dépend pas des organisations, et dont on peut s'emparer, en fait. Et c'est ça, les grandes entreprises numériques. Une grande entreprise numérique, c'est une entreprise qui a compris que la puissance était à l'extérieur, et qui, plutôt que d'essayer d'affronter cette puissance, la capte, la canalise, et s'en sert pour générer des bénéfices, et réinvestit derrière. Donc c'est une rupture radicale dans la façon de faire grandir des organisations, d'organiser leurs relations avec l'extérieur, de se faire concurrence, de mettre les gens au travail, de servir les clients. Et donc, tout doit être revisité pour tirer les conséquences de cette transformation radicale. Et quand je dis tout, c'est absolument tout. Ça a commencé avec le droit d'auteur, par exemple. Le droit d'auteur, il a été fait pour une économie du papier et des CD, en fait, et des cassettes vidéo. Et puis quand tout d'un coup, les œuvres de l'esprit sont réplicables à l'infini à un coût nul, le droit d'auteur dont on a hérité devient inopérant. Et il faut le refondre, le remettre à plat et réinventer un nouveau droit d'auteur. Le système fiscal, les impôts que les entreprises ne payent pas. C'est ça la vraie raison pour laquelle elles ne payent pas d'impôts. C'est que le système fiscal, il n'a pas été fait pour imposer des entreprises qui sont organisées pour capter la puissance de l'extérieur. Il a été fait pour des entreprises qui concentrent en elles-mêmes des actifs,
des employés, des marques, des brevets, etc. Et donc, le problème, ce n'est pas qu'elles sont méchantes et qu'elles ne payent pas d'impôts, c'est que les règles ont été faites pour des entreprises différentes. Et donc, si on veut qu'elles payent des impôts, il faut changer les règles. Et ça se fait dans tous les domaines, et ça se fait notamment dans un domaine qui m'est cher, qui est la protection sociale. Alors, pourquoi c'est important la protection sociale? D'abord, c'est important pour des raisons de... Enfin, après, chacun a son rapport à la protection sociale, mais moi, je pense que le bien le plus précieux des gens, c'est la sécurité économique. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent explorer des nouvelles choses, prendre des risques, innover, changer de vie, sans que ça les envoie au tapis. Il faut qu'ils soient couverts, protégés, qu'ils puissent compter sur un filet de sécurité pour pouvoir faire tout ça. Parce que la vie, c'est libérateur pour moi, la protection sociale. Voilà. Mais c'est aussi très important, la protection sociale, parce que ça tient à cœur à tout le monde. Une fois, j'ai déjeuné, il y a longtemps, avec quelqu'un qui est devenu maire de Nancy ensuite, qui s'appelle Laurent Hénard. Et il m'a dit, tu sais, la politique, c'est pas très compliqué. Il était député à l'époque. Il disait, les gens, il y a 3 choses qui leur tiennent à cœur. C'est l'emploi, le pouvoir d'achat et la sécurité sociale. Si on leur donne ces 3 choses-là, un emploi, un bon salaire et de la sécurité quand ils ont un pépin, quand ils tombent malades, quand ils sont trop vieux pour travailler, quand ils ont des enfants et que ça fait exploser les dépenses du ménage, tout va bien pour eux. Et la raison pour laquelle aujourd'hui les gens sont en colère et qui nous donne l'impression d'être obsédés par l'islam, l'immigration, plein d'autres choses comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas ces 3 choses essentielles qui leur tiennent vraiment à cœur. Donc, un peu l'élection de Donald Trump, quoi. Exactement, exactement. Si on arrive à restaurer ça, des emplois de qualité, un pouvoir d'achat significatif, de la sécurité économique, alors les gens sont apaisés et ils se délaissent de leur colère en quelque sorte. Et c'est pour ça que je pense que c'est le sujet le plus important. Le sujet, c'est pas de faire payer plus d'impôts aux entreprises numériques, ça ne va pas apaiser la colère des gens. Par contre, si on déploie une nouvelle protection sociale, ça va les sécuriser dans leur vie quotidienne, dans des parcours professionnels qui sont de plus en plus compliqués, dans des formes d'emploi qui sont de plus en plus diverses, comme les freelances, et aux services d'entreprises qui sont radicalement différentes de ce qu'on a connu jusqu'ici. Alors, il y a un point très intéressant par rapport à ça, justement. Une fois qu'on a compris ta pensée sur le fait que on a changé de monde, parce qu'on sort d'un monde, tu appelles ça l'économie fordiste, et que là on rentre dans l'économie numérique, dont les règles sont différentes, on vit humainement ce phénomène qui est la montée du travail indépendant, la montée du travail avec les plateformes, pour plein de raisons, et notamment le fait qu'il y a une aspiration à ça. Il y a une aspiration à la liberté, à l'autonomie, voilà, à faire ce qu'on a envie de faire. Et du coup, il y a un autre concept que je voudrais que tu expliques, parce que je trouve qu'il est assez éclairant dans la manière dont fonctionne cette nouvelle économie, et qui justement peut-être a besoin d'être régulée, c'est le Walmart Effect. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Alors, le Walmart Effect, c'est le titre d'un livre qui est paru en 2005 et qui était consacré, qui était une sorte d'analyse clinique et assez sévère de l'impact de l'entreprise Walmart sur l'économie américaine. Alors, on connaît tous Walmart, pas forcément intimement. Peut-être pas, mais on peut dire ce que c'est. Walmart, c'est la plus grande chaîne d'hypermarchés et de supermarchés aux États-Unis. C'est le premier employeur privé du monde. C'est-à-dire, c'est l'organisation privée, l'entreprise qui a le plus d'employés au monde. Ils emploient 1,5 million de personnes aux États-Unis, bien qu'ils ne soient qu'aux États-Unis et au Canada et un peu au Mexique, je crois. Et donc, Walmart, ça a été créé dans les années 50 par quelqu'un qui s'appelait Sam Walton, dans l'Arkansas, au cœur des États-Unis. Et ça a grandi et c'est devenu la plus grande chaîne d'hypermarchés du monde et le premier employeur privé, encore une fois. Et la promesse de Walmart, qui a longtemps été incarnée dans leur slogan, le slogan qu'ils présentaient à tout le monde, c'était « Chez nous, c'est toujours moins cher ». Mais c'est toujours moins cher au sens, non seulement c'est moins cher que les concurrents, mais surtout ça baisse en permanence. C'est-à-dire c'est encore moins cher chaque année. Et c'est une promesse qui les obsédait et au service de laquelle ils ont déployé des techniques de management, d'organisation, une utilisation massive de l'informatique pour forcer cette baisse constante des prix au service de leurs clients.
à tel point que les clients de Walmart en fait, sont devenus très fidèles parce qu'ils allaient aveuglément chez Walmart, convaincus qu'ils n'avaient même plus besoin de comparer, en fait, que c'était vraiment là que c'était moins cher. Et le Walmart Effect, donc l'effet Walmart, c'est les conséquences négatives de tout ça. C'est-à-dire quand vous avez une entreprise géante qui emploie des millions de personnes, qui sert des dizaines ou des centaines de millions de consommateurs tous les jours, force cette baisse des prix constante de tous les biens possibles et imaginables, l'alimentaire, le textile, les meubles de jardin, l'équipement, etc. Et ben, ça crée une pression sur d'abord les employés de Walmart, à qui on demande l'effort de renoncer à un salaire élevé, de renoncer à certaines formes de protection sociale, parce qu'il faut baisser le prix pour le consommateur. Ça demande des efforts aussi aux fournisseurs de Walmart. En gros, si vous voulez être référencé chez Walmart, vous fabriquez des t-shirts, vous produisez des légumes, il faut s'engager à baisser ses prix chaque année. Et si vous perdez Walmart comme client, c'est la faillite tout de suite, parce qu'en général, 25 à 50% du chiffre d'affaires de beaucoup d'entreprises aux États-Unis dépendent de référencement chez Walmart. Et donc le Walmart Effect, c'est ça, c'est le triste spectacle de cette entreprise qui, en servant si bien ses clients, des millions d'Américains qui joignent les deux bouts en achetant des produits moins chers, a paupérisé ses employés et a forcé beaucoup de ses fournisseurs à délocaliser leur production ailleurs qu'aux États-Unis. Alors ça existait avec Walmart, parce que Walmart avait atteint une taille critique extraordinaire, et donc tous ceux qui avaient le malheur d'être dans un secteur fournissant Walmart se retrouvaient confrontés à cet effet-là. Mais avec le numérique, ça arrive dans tous les secteurs. Et c'est pour ça que j'appelle ça dans le livre le Greater Walmart Effect. C'est le grand effet Walmart, ou l'effet Walmart généralisé. Parce que le numérique, encore une fois, redistribue la puissance vers l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur des entreprises? Il y a les clients. Et les clients, parce qu'ils sont équipés d'ordinateurs, de smartphones, parce qu'ils sont connectés entre eux, parce qu'ils échangent de l'information en permanence, ils vont lire les reviews sur Amazon, ils regardent les notes sur Airbnb ou sur Uber, ils comparent les prix sur les places de marché, etc. Ils exercent cette pression permanente pour dire on veut toujours mieux, toujours plus vite, pour toujours moins cher. Et comme c'est une économie où la concurrence est très très féroce et qu'il y a toujours des startups qui cherchent à utiliser différemment la technologie pour faire toujours mieux, toujours plus vite et toujours moins cher, il y a toujours quelqu'un pour satisfaire cette demande. Et donc toute l'économie est tirée d'une certaine manière vers le bas en termes de prix, vers le haut en termes de qualité, parce qu'il y a cette extrême puissance irrésistible des clients, des consommateurs, nous tous, grâce au numérique en fait. Et ça, c'est quelque chose de radicalement nouveau qui nous invite à réinventer la protection sociale, parce que notre protection sociale, elle n'a pas été faite pour protéger les travailleurs contre les clients. Enfin, de toute évidence, non. Et donc, la protection sociale, elle doit être réinventée pour... Enfin, au contraire, il y a beaucoup d'institutions, et ce n'est pas la protection sociale, mais la politique de la concurrence qui a été faite pour rendre les clients plus puissants. Parce que justement, dans l'économie fordiste, la puissance était à l'intérieur, donc c'était les entreprises qui dictaient les prix, qui disaient vous allez acheter ce produit de mauvaise qualité à un prix trop élevé, parce que moi je vais faire ma marge dessus. Aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça. Le client est devenu très puissant, et cette puissance pèse sur les employés, pèse sur les actionnaires, qui touchent de moins en moins de dividendes, etc. Et donc, il faut, si on veut que l'économie soit équilibrée, il faut rééquilibrer ce contrat entre ces trois parties, en fait, les actionnaires, les employés, les salariés. Et la protection sociale, c'est un pilier de ce contrat. Alors, quand on parle du travail indépendant, nous, on voit chez WeMind deux types de populations. On voit des gens qui étaient salariés, gagnaient, je sais pas, 2 000 € par mois en tant que développeur, et puis le mois suivant, ils deviennent indépendants et ils gagnent entre 5 000 et 10 000 € par mois. Et puis à côté de ça, on voit d'autres types d'indépendants qui étaient... j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un chauffeur VTC qui s'était lancé dans les années 2000, il gagnait très très bien sa vie, et là il a mis fin à son activité puisqu'il considère que c'est plus assez intéressant en termes de rémunération. Et donc on voit bien qu'il y a quand même deux catégories. Alors, comment tu expliques ça? Et est-ce que la deuxième catégorie, elle est finalement en sécurité parce que
ces compétences sont peut-être rares, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer? Comment tu analyses le fait que, au final, on n'est pas égaux face à ce Walmart effect? Il y a des gens qui vont le prendre vraiment en pleine tête, et puis d'autres personnes qui, au contraire, et c'est un peu une des critiques qu'on fait à la Silicon Valley, que les ingénieurs de Google vivent dans une bulle, parce que quand on travaille chez Google, on est très bien payé. Donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas une distinction comme ça qui est en train de se créer? Comment tu l'expliques, et est-ce que ça va durer? Alors, du coup, ça me fait réfléchir. Je pense que la manière de l'analyser, en relation avec ce que j'ai dit juste avant, c'est que cette pression soudaine de l'extérieur, des clients, enfin moi ce que j'appelle la multitude, en fait, c'est-à-dire les utilisateurs connectés les uns aux autres, elle est tellement nouvelle que les entreprises ne savent pas y résister. En gros, la réaction des entreprises, c'est soit je suis une entreprise numérique, j'ai compris que la puissance était là, et donc je vais me mettre au service dans un dévouement total de mes utilisateurs pour capter leur puissance. Donc ça, c'est l'approche d'Amazon. Jeff Bezos explique toute la journée qu'il ne travaille que pour ses clients et qu'il est obsédé par ses clients. Mais pourquoi il fait ça? Il ne fait pas par amour des clients. Il fait ça parce qu'il a bien compris que c'était là qu'était la puissance. Donc il a besoin de cette alliance indéfectible avec les clients d'Amazon. Ou bien les entreprises pas numériques qui, elles, ne savent pas résister à ça, en fait. Elles ne savent pas gérer l'impatience, la demande constante de baisse de prix, l'exigence de qualité que les gens expriment tout haut maintenant sur les forums, dans les reviews. Dans une économie où on a pris l'habitude d'être servi vite, bien, pas cher, de façon toujours plus fluide. Donc elles prennent ça en pleine tête, enfin en pleine face, et elles ne savent pas absorber ce choc, et parce qu'elles ne savent pas l'absorber, elles le reportent sur la partie prenante la plus faible dans leur écosystème à elles, qui sont leurs salariés. En gros, on dit les temps sont durs, la concurrence est plus rude que jamais, en plus notre industrie est disruptée par des startups, donc il va falloir faire un effort, vous allez renoncer à votre augmentation l'année prochaine, vous allez voyager en deuxième classe désormais et plus en première classe. C'est vrai, il y a ce serrage de vis permanent qui s'impose aux salariés. Et les salariés, eux-mêmes, ne savent pas très bien comment résister par rapport à ça. En fait, ils sont organisés à l'ancienne, comme dans l'économie de masse, avec des syndicats qui ne les représentent plus très bien, avec un gouvernement qui se désintéresse de leur sort, etc. Donc, moi, la façon dont j'analyse la montée des freelances, c'est en gros certains individus pris dans ce piège-là, des entreprises qui ne savent pas résister à la puissance de la multitude, réalisent qu'ils se défendront mieux en s'extirpant de ce carcan de l'entreprise fordiste et en s'organisant en réseau à l'extérieur. Parce que c'est comme ça qu'on se défend. Dans une économie de réseau, la puissance est à ceux qui savent s'organiser en réseau. Les clients sont organisés en réseau parce qu'ils sont tous connectés à Internet, les consommateurs. Les salariés, aujourd'hui, ne sont pas du tout organisés en réseau. Et la façon la plus... Parce que s'organiser en réseau dans une entreprise, c'est très difficile. En fait, l'entreprise met des obstacles à ça. Parce que si tout d'un coup, tous vos collaborateurs s'organisent en réseau, la hiérarchie s'efface, l'information circule trop vite, c'est le bordel, et l'autorité est remise en cause, etc. C'est contre le principe d'organisation de ces entreprises. Donc la seule façon de s'organiser en réseau, c'est de s'extirper de ces entreprises, de devenir freelance et de se connecter à d'autres freelances pour essayer de reconstituer un peu de puissance pour faire contrepoids à la puissance des clients. Et ça se fait nécessairement à la marge, et ça se fait par les gens qui peuvent sauter ce pas, enfin qui ont le luxe de pouvoir sauter ce pas. Et donc, pour moi, il y a deux catégories. Il y a ceux dont tu parlais, qui gagnent 2000 et qui réalisent qu'ils peuvent gagner beaucoup plus en exerçant leur puissance en réseau vis-à-vis de clients avec lesquels ils établissent un rapport de force. Donc ça, ils le font, très bien pour eux, mais ils s'échappent vers le haut. En fait, c'est déjà le haut du panier, ils s'échappent encore plus haut. Et puis il y a ceux qui sont tout en bas, écrasés tout en bas, pressurisés par des entreprises qui leur disent « faut travailler plus vite, on va accélérer les cadences, on va baisser les salaires, on va renoncer au 13e mois, etc. » Ils disent « bon, bah, autant me mettre à mon compte et conduire une voiture en me connectant à l'application Uber. Et je ne gagnerai peut-être pas forcément beaucoup plus, mais au moins j'échappe à cette pression et puis je vais pouvoir commencer à me connecter à d'autres gens comme moi qui goûtent cette liberté et cette capacité à essayer de jouer du système en quelque sorte. » Alors, il y avait une question dans la salle. Je voulais savoir quelle était la phrase de The Edge. Parce qu'il y avait la phrase de la multitude et l'autre phrase de celui.
Alors la question, je vais juste répéter la question. Oui, oui. La question qui est posée, c'était quand tu as parlé de l'âge de la multitude, il y avait une phrase qui résumait le livre. Quelle est la phrase qui résume Edge? Bizarrement, j'ai jamais réfléchi à ça. Mais... Tu n'as pas très bien fait ton travail. Jamais dans ces termes, mais par contre, je sais le dire. Enfin, c'est... T'as le reste de la conférence pour réfléchir, oui, si tu veux. Non, mais notre protection sociale a été faite pour une économie fordiste qui est à bout de souffle, voire qui n'existe plus. Et donc maintenant, il faut inventer une nouvelle en phase avec la façon dont l'économie fonctionne. C'est aussi simple que ça, en fait. Voilà. Alors, une nouvelle économie appelle une nouvelle protection sociale, si on veut ramasser encore plus. Alors, la question qu'on se pose une fois que... Alors, pardon, parce que c'est très différent de dire... Une nouvelle économie ne rentre pas dans les cases de la protection sociale traditionnelle, donc il faut revenir en arrière à l'ancienne économie. Voilà, le raisonnement est complètement différent. Et peu de gens réalisent qu'on peut inventer une nouvelle protection sociale. Beaucoup de gens tiennent ça pour acquis et n'imaginent pas qu'on puisse tout désassembler et réassembler d'une façon différente. Or, on peut le faire, on l'a déjà fait plein de fois dans l'histoire. On l'a fait après des grandes guerres qui ont tué des millions de gens, mais justement, la question, c'est peut-on le faire sans passer par cette étape douloureuse? Alors, justement, parce que ça, c'est quand même du coup l'objet de ton livre, c'est de dire, une fois qu'on a fait toute cette analyse, qu'on a expliqué que c'est pas la solution de revenir en arrière, qu'il faut construire autre chose, mais c'est quoi autre chose? Alors, moi, je pense... Encore une fois, l'essence de la protection sociale, et moi c'est pour ça qu'elle m'a toujours séduit comme concept, c'est que c'est de la sécurité qui libère. C'est pas un carcan, enfin c'est pas une armure qui t'enferme et qui t'empêche de bouger, mais au moins tu es sûr de ne pas te blesser. C'est plutôt... C'est une vélocité accrue par la certitude que si on trébuche, on sera rattrapé par quelqu'un d'autre, par un filet de sécurité collective. Et ça, enfin, je sais pas, moi, ça m'a toujours séduit comme concept, parce que j'aime bien la liberté. Mais quand on étudie l'assurance, par exemple, on sait très bien que les risques, ça se couvre pour peu qu'on arrive à mutualiser des ressources. C'est quoi les risques d'aujourd'hui et comment on les couvre, comment on protège, comment on a cette sécurité qui libère? Alors, mais plutôt pour répondre à ta question, il y a des subtilités dans tout ça. Alors d'abord, c'est un livre écrit en anglais, d'abord pour des Américains. Et la façon dont on traduit protection sociale en anglais, en général, on appelle ça welfare state. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi et beaucoup tourné autour de plein de concepts pour essayer de ne pas utiliser le terme de welfare state, parce que dans welfare state, il y a state, et que mon public cible, qui est les gens qui travaillent dans l'économie numérique, ils détestent par principe le state. En fait. Pour eux, c'est un truc lointain, bureaucratique, dysfonctionnel, corrompu. Ils ont raison à bien des égards, hein, mais du coup, ils ne veulent pas entendre parler. Donc si on leur dit la solution à tous vos problèmes, c'est de le welfare state, ça crée une dissonance cognitive. Donc, du coup, je me suis rabattu, un peu, pas de gaieté de cœur, sur ce concept anglo-saxon un peu plus minimaliste de safety net. Et j'aime pas trop le concept en général, parce que justement, ça dénote, c'est bon, on va pas faire grand-chose pour les gens, on va juste leur ménager un petit dispositif où on va les rattraper si vraiment la chute est trop dure, mais sinon, qu'ils se débrouillent tout seuls. C'est ça le safety net, la dénomination. Et pour essayer de corriger cette dénotation minimaliste du safety net, j'ai ajouté great devant, le great safety net, et essayer d'avoir une interprétation un peu maximaliste du safety net, en disant le safety net, c'est pas seulement le RSA qu'on verse aux plus pauvres quand vraiment ils sont au bout du chômage, de la dépression et de la misère. Le great safety net, c'est toutes les politiques publiques et toutes les institutions qui combinent leurs effets pour ménager de la sécurité tout au long de la vie, dans toutes les dimensions de la vie des gens. Et donc, il y a les assurances sociales qui couvrent les gens contre les risques critiques. Quand on tombe malade, on est pris en charge, on touche des indemnités journalières, on est soigné à un prix abordable. Quand on est trop vieux pour travailler, on touche une pension de retraite. Encore une fois, quand on a des enfants, que ça génère un surcroît de dépenses, une partie de ces dépenses sont prises en charge. Quand on perd son emploi, on a des allocations chômage qui permettent de se refaire et de préparer, de rebondir.
Voilà, donc tout ça, c'est le monde de l'assurance sociale. Il y a un deuxième monde, c'est le monde du financement. C'est que c'est bien beau d'être remboursé quand on a un problème, mais parfois on a besoin d'un peu plus d'argent pour investir, prendre des risques, acheter un bien, etc. Et donc ça, c'est le deuxième pilier du Great Safety Net. Et les gens sont un peu interloqués quand on leur explique ça, que le système financier fait partie de la protection sociale d'une certaine manière. Parce qu'il y a une partie des risques auxquels sont exposés les gens qui sont en fait couverts par l'existence du système financier. Du genre, je trouve un emploi qui est loin de chez moi, j'ai besoin d'acheter une voiture, le système financier est là pour me prêter l'argent qui va me permettre d'acheter la voiture. Et le troisième pilier, c'est les syndicats. Parce que c'est bien beau d'avoir un système avec des règles générales, mais si on essaye d'appliquer ces règles générales à tous, ça ne marche pas. Parce qu'on est tous différents, on travaille tous dans des secteurs différents, dans des entreprises différentes, et donc il y a un travail minutieux et complexe d'adaptation des règles générales à la situation particulière d'une entreprise, d'une région, d'une filière, d'une branche professionnelle, etc. Et ça, historiquement, c'est les syndicats qui ont fait ce travail d'adaptation. Ils l'ont fait en créant un rapport de force à tous les niveaux, en disant merci au gouvernement d'avoir mis en place une règle générale, maintenant on va aller voir le patron pour adapter cette règle générale au contexte particulier de notre usine. Si on laisse le patron décider lui-même de comment il va appliquer la règle générale, il la vide de sa substance et il maltraite ses employés. Par contre, si l'adaptation est faite dans ce rapport de force, c'est vertueux parce qu'on trouve un compromis qui est adapté à la réalité de ce qui se passe dans cette usine ou dans ce secteur, etc. Et donc, on a besoin des trois. On a besoin d'assurance qui couvre en cas de pépin, d'un système financier qui permet d'accéder au capital et d'une force motrice, en fait, d'une dynamique interne, d'une organisation pour affiner, améliorer constamment, adapter aux cas particuliers, etc. Donc aujourd'hui, c'est tout ça qu'il faut recréer. Il faut créer des assurances pour couvrir les risques critiques, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'hier. Il faut un système financier qui finance ce qu'on a besoin de financer aujourd'hui, ce qui est très différent de ce qu'on avait besoin de financer hier. Et il faut des syndicats d'un genre nouveau qui remuent en permanence ce système pour le forcer à s'adapter constamment dans le temps et dans l'espace. Alors, effectivement, quand on a ces trois piliers, on voit qu'ils ont fonctionné, on voit qu'ils sont un peu cassés. Les syndicats ont de moins en moins de pouvoir. Les assurances sociales, elles fonctionnent de moins en moins bien, et notamment pour les indépendants. Le système financier, pour avoir accès au système financier, vous devez ramener un CDI et des fiches de paye. Il y en a de moins en moins. Et un bien immobilier. Voilà. Donc du coup, ce système, on comprend bien qu'il protège des risques et qu'il permet même de se projeter dans l'avenir, sauf qu'il ne fonctionne pas. Donc comment on fait pour recréer des assurances sociales? Est-ce que c'est le rôle de l'État? Est-ce que c'est le rôle des entrepreneurs? Comment on fait pour recréer des syndicats pour des indépendants? Comment ça peut fonctionner? Parce qu'on imagine bien que dans une usine, il y a une camaraderie, une émulation, et on se dit on va aller se défendre contre le patron. Mais quand il n'y a pas de patron, comment on fait pour recréer ces trois piliers dont tu parles dans le livre? Pour découvrir comment on fait, il faut remonter l'histoire de comment on a fait la fois précédente. On a fait la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais il s'est passé plein de choses avant, justement. Et certains pays n'ont pas eu besoin de passer par la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis n'ont pas attendu la Deuxième Guerre mondiale pour le faire. Les États-Unis, c'est très bizarre. Ils sont ceux qui ont résisté le plus longtemps au mouvement ouvrier. Et puis, avec la Grande Dépression et l'arrivée au pouvoir de Roosevelt, ils ont basculé d'un coup et ils se sont mis à aller beaucoup plus vite que les pays européens. Et ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, les pays européens n'ont fait que répliquer ce que les Américains avaient déjà fait 20 ans plus tôt. Et donc, il faut se mettre ça dans la tête, parce que nous, on a appris que les États-Unis, c'était un pays horrible, antisocial, qui faisait toujours tout moins bien que nous. Il y a une fois dans l'histoire où ils l'ont fait non seulement mieux, mais beaucoup plus tôt, et ils nous ont montré l'exemple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale et même avant la Grande Dépression? Les gens, ils n'ont pas attendu ces cataclysmes macroéconomiques ou ces conflits armés pour constater qu'ils avaient des problèmes dans leur vie quotidienne, qu'ils étaient exposés à des risques, que parfois ils étaient victimes de sinistres, que parfois ils avaient besoin d'emprunter de l'argent, et qu'ils sont aperçus au contraire très vite qu'ils étaient en général assez nombreux
à avoir les mêmes problèmes et que s'ils s'organisaient ensemble, ils arrivaient à les résoudre. Et donc, l'histoire du mouvement mutualiste, c'est ça, c'est des ouvriers d'une même usine, des agriculteurs d'une même région ou des patrons d'un même secteur qui disent, bon, bah, de toute évidence, on est confrontés tous au même problème à l'échelle d'une entreprise ou d'un individu. Pourquoi pas se mettre ensemble, mutualiser des ressources pour organiser une couverture de ces risques ou une solution à ces problèmes. Sauf que ça marchait à petite échelle parce que d'abord, on était dans un monde où les communications n'étaient pas du tout aussi faciles. Et puis surtout, il fallait un sentiment d'appartenance, en fait, une connexion. Il fallait une sorte de synergie culturelle entre tous ces gens-là pour qu'ils se disent, OK, on va se mettre ensemble, défendre nos intérêts ensemble, ou se mettre ensemble, créer une caisse commune qui va permettre à ceux d'entre nous qui tombent malades ou qui sont blessés au travail de se remettre, en fait. Et ça a marché, ça a grandi dans certains secteurs, dans certaines entreprises, dans certaines régions, mais ça a toujours fini par plafonner parce qu'il y avait un moment où les gens étaient trop nombreux, ils n'arrivaient pas plus à s'organiser, ils n'arrivaient plus à créer du consensus autour de ces institutions, de ces semblants d'institutions qu'ils avaient mis en place eux-mêmes. Et c'est là que l'État est intervenu pour dire, bon, bah, ce que vous avez fait, c'est formidable, moi je vais faire la jointure entre tous ces dispositifs locaux et je vais en faire un dispositif national qui ne va pas être unifié du tout, parce qu'il faut respecter justement les spécificités de chaque industrie, de chaque secteur, de chaque entreprise. Mais l'État est celui qui a permis de faire l'autre moitié du chemin, en créant des obligations, en tapant sur la tête des employeurs, en forçant. Et ils l'ont fait aux États-Unis parce que la Grande Dépression avait rendu la situation insoutenable, et on l'a fait en Europe. Il a fallu la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'en Europe, les forces conservatrices étaient beaucoup plus résistantes, en fait, et voyaient les communistes comme un danger mortel. Et aux États-Unis, comme il n'y avait ni communistes, ni grands patrons féodaux, ça résolvait le problème, en fait. Donc je pense qu'il faut répliquer la même chose aujourd'hui, et que l'État aura un rôle à jouer à un moment pour étendre ces institutions à l'échelle d'un pays tout entier, mais qu'en attendant, il faut d'abord expérimenter et les faire émerger, ces institutions. Il faut qu'on découvre comment fonctionne une assurance sociale dans une économie plus numérique, qu'est-ce qu'un syndicat dans une économie plus numérique, qu'est-ce qu'un système financier qui sert les besoins des ménages dans une économie plus numérique. Et ça, la réponse, elle réside dans le monde des entrepreneurs, parce que des entrepreneurs au sens large, ça peut être des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs politiques, des entrepreneurs syndicaux, ou des entrepreneurs tout court, qui, chacun à leur manière, avec leurs outils, mais avec une conscience aiguë de ce que c'est que l'économie numérique, de cette puissance qu'est à l'extérieur, qui vont s'attaquer à un problème et commencer à le résoudre. Et parfois, ils le résoudront jusqu'à une très très grande échelle, parce que le numérique permet ça. Ça permet de déployer des dispositifs à très grande échelle, en étant porté par des effets de réseau. Si on s'allie bien avec la multitude, elle peut porter un dispositif à une échelle qui n'existait pas dans l'économie fordiste. Mais dans d'autres cas, il y aura les mêmes phénomènes de plafonnement. On finira par s'essouffler, et là, l'État interviendra pour dire, bon, ben, on va vous aider à faire le reste du chemin. Alors là, pour rentrer dans une actualité qui est vraiment devant nous, il y a quelques mois, le Premier ministre a lancé les États généraux de la régulation du numérique. On a également l'Institut Montaigne qui réfléchit à ces sujets autour de la régulation de l'économie numérique, mais souvent c'est vraiment envisagé sous la forme de comment on va mieux protéger les travailleurs des plateformes. Les plateformes ont elles-mêmes beaucoup réfléchi, et c'est toujours intéressant de voir qu'elles ont des choses à dire là-dessus, notamment Uber par exemple, qui a commencé à proposer des assurances sociales. Comment tu vois, toi, ce sujet-là, qui est, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? Qu'est-ce que les plateformes doivent faire? Qu'est-ce que l'État doit faire? Qu'est-ce que tu peux, toi, apporter avec le livre que tu as écrit comme éclairage, en disant, il y a peut-être telle ou telle chose à explorer? Évidemment, on comprend bien que tu n'as pas des solutions toutes faites. Tu le dis très bien dans le livre. C'est pas dans un livre qu'on donne des solutions toutes faites à des problèmes très complexes. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux nous donner comme éclairage pour ces travaux qu'on mène avec toutes ces personnes? Il y a des gens même du gouvernement ou des services ministériels, donc du coup qui se posent ce genre de questions et qui veulent faire ce qui est bien pour faire évoluer la protection sociale dans le bon sens. Alors, moi je pense que dans tout ça, on est victime un peu d'une illusion d'optique.
qui se comprend très bien si on remonte le cours de l'histoire. On a l'impression, et c'est surtout vrai et c'est d'autant plus vrai dans un pays comme la France, que c'est à l'État de s'attaquer à ces problèmes et d'y apporter des solutions. Et ce à quoi on s'attend, c'est que ces solutions s'appliquent tout de suite uniformément à une très très grande échelle. Quand on pense ça, on a oublié la première partie de l'histoire. Juste avant, je disais que l'État avait aidé tout ce monde-là à faire la deuxième moitié du chemin, mais la première moitié du chemin est la plus importante, parce que c'est là qu'on fait émerger les nouvelles formes institutionnelles qui sont adaptées au monde dans lequel on vit. Et c'est un peu un mystère pour moi, pourquoi n'a-t-on pas aujourd'hui l'équivalent du mouvement ouvrier? La première partie du chemin, elle a été forcée par le mouvement ouvrier, c'est-à-dire les socialistes et les syndicalistes qui disaient ça suffit, les ouvriers sont maltraités, ça ne peut plus durer comme ça. Ils l'ont fait d'une manière différente d'un pays à l'autre, ils ont été accueillis d'une manière différente d'un pays à l'autre. Mais globalement, il y avait ce mouvement irrépressible qu'on observait dans tous les pays, parce que les gens étaient confrontés à des situations très similaires. En fait, ils quittaient l'économie agricole pour rentrer dans l'économie industrielle. Ils découvraient des métiers très pénibles, des conditions de travail épouvantables, des rémunérations dérisoires, de la maltraitance au plus haut niveau. Et donc, ils ont voulu se défendre contre ça. Ils ont été en plus inspirés par un cadre idéologique très, très puissant qui a été conceptualisé par Marx. Et puis, derrière, toute la machine s'est mise en marche. La grande question, c'est pourquoi il n'existe pas la même chose aujourd'hui. En fait, moi, quand je cherche d'où vont venir les solutions, je cherche où est la dynamique, où est-ce que ça bouillonne, où est-ce qu'il se passe des choses. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup aux entrepreneurs, et c'est même pour ça que j'ai rejoint le monde des entrepreneurs, d'ailleurs, c'est que j'ai l'impression que c'est là qu'il se passe des choses. Que les entrepreneurs, ceux qui créent des startups, sont ceux qui ont mieux compris que les autres cette redistribution de la puissance vers l'extérieur, la façon dont la technologie pouvait être utilisée pour capter la puissance de l'extérieur. Et comme les entrepreneurs, ils cherchent des problèmes à résoudre, leur métier c'est de résoudre des problèmes, ils s'attaquent aux problèmes les uns après les autres. Ils se sont d'abord attaqués au problème facile, qui est comment trouver de l'information en ligne, ou comment parcourir un catalogue pour y trouver le produit que je cherche au bon prix. Et puis maintenant que toutes les places sont prises dans la résolution des problèmes faciles, ils s'attaquent aux problèmes plus difficiles. Et donc moi, j'ai une longue liste là, que j'entretiens, j'en évoque quelques-unes dedans, mais de startups qui, chacune à leur manière, s'attaquent aux problèmes sociaux d'aujourd'hui. Enfin, WeMind, c'est un exemple. On s'attaque au fait que les freelances n'arrivent pas à trouver de produits d'assurance adaptés à leur situation professionnelle particulière et si différente de la situation professionnelle des salariés. Mais il y a plein d'autres exemples d'entrepreneurs qui, de façon très dynamique, très déterminée, en avançant, avec la même puissance apparente que le mouvement ouvrier au XIXe siècle, en fait. Donc on pourrait dire, mais rien à voir, là. C'est pas, le mouvement ouvrier, c'était des ouvriers qui cassaient tout, des intellectuels socialistes qui prenaient la dictature du prolétariat, et puis là, c'est des entrepreneurs, ils font juste du business, etc. Mais en fait, il y a cette même dynamique, et il y a cette même opposition aussi par rapport aux institutions héritées du passé, en fait. Donc, qu'est-ce que donc j'ai fait ce détour pour dire que par rapport aux états généraux du numérique, je pense que l'État devrait reconnaître lui-même et se rappeler, et rappeler à tout le monde que historiquement, ce n'est pas l'État qui a orchestré cette construction institutionnelle. Il l'a parachevée dans la dernière ligne droite. Mais donc, il devrait se tourner vers ceux qui font la première moitié du travail et leur donner les moyens d'aller plus vite. Et je ne sais pas, mais ça c'est à toi de me dire si ce dialogue se fait, enfin, si cette connexion se fait, et si l'État observe le monde des entrepreneurs au sens large comme le levier qu'il faut actionner pour faire émerger les nouvelles formes institutionnelles. Alors, il y a, du coup c'est toi qui me poses une question, il y a beaucoup d'écoute. Et en même temps, ce qu'on ressent de la part des entrepreneurs, c'est que les entrepreneurs non plus, ils ne savent pas vraiment. Et en plus, ils n'ont pas toute cette culture historique que toi, tu apportes. Donc, du coup, toi, tu dis quoi? On a bien compris que tu dis l'État, en fait, il intervient en deuxième partie, quand on sait déjà ce qu'il faut faire et qu'il faut le graver dans le marbre. Et donc, qu'est-ce que tu conseilles aux entrepreneurs qui, quand on réfléchit, les plateformes, elles sont toutes très preneuses d'idées, de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est bien, c'est quoi l'avenir.
Donc, qu'est-ce que toi tu conseilles pour le coup aux entrepreneurs et cette fois pas au gouvernement? Eh bien, moi, je leur conseille de trouver des alliés qui vont mettre ce qu'ils font en perspective. C'est exactement ce qu'on fait, nous, à The Family. On se considère comme des investisseurs. Et la répartition des tâches dans le monde des startups entre les entrepreneurs et les investisseurs, c'est l'entrepreneur s'attaque à un problème et il ne réussira que s'il est prêt à se focaliser sur ce problème à l'exclusion de tout le reste pendant plusieurs années, en fait. Parce qu'il faut s'imprégner du problème, il faut le comprendre dans toutes ses dimensions, il faut maîtriser toutes les facettes de son écosystème, il faut mettre un pied devant l'autre, essayer plein de choses. Et ça demande une concentration extraordinaire qui est parfois très frustrante parce qu'on aimerait faire autre chose, lire des livres, rencontrer des gens différents, mais tout ça est du temps perdu dans la résolution du problème. Donc les entrepreneurs, parce qu'ils sont tellement le nez dans le guidon, ils ont besoin d'alliés qui, eux, regardent plus loin et regardent plus large, rencontrent des gens, détectent les choses qu'il faut réinsérer dans la machine. Et ça, c'est le rôle des investisseurs. Le problème, c'est que, en France, on n'a pas des investisseurs qui ont une conscience de ces chantiers institutionnels qui conditionnent la réussite des startups. Les Américains ont fait ça avant nous, comme ils ont fait le New Deal avant nous il y a un siècle. Pourquoi? Parce que justement, eux, ils ont fait grandir des très belles entreprises dans les secteurs faciles, dans la pub, dans les contenus, dans le retail. Ça, c'était facile, il n'y avait pas besoin de faire des grandes réflexions institutionnelles pour créer Google ou pour créer iTunes. Par contre, quand on commence à rentrer dans l'immobilier, dans la santé, dans l'éducation, dans la finance, là, on se heurte à des résistances, des obstacles, de la rigidité, des réglementations existantes, des préjugés sur la façon dont on doit faire ou dont on ne doit pas faire les choses. Et ce qui est intéressant dans le monde des investisseurs américains, c'est qu'ils ont observé ça. Ils ont vu que leurs entrepreneurs qui disaient qui allaient la fleur au fusil en se disant « je vais faire le Google de la santé », et qu'ils allaient au-devant de très très gros problèmes, parce qu'il y a de la réglementation, il y a de la rigidité, de la résistance. Et donc ils ont dit, restez le nez dans le guidon, parce que sinon on échoue comme entrepreneur, mais nous on va commencer à investir dans mettre en perspective tout ça. Et la mise en perspective, elle est très utile, parce qu'elle permet de mettre à distance ceux qui sont hostiles, en les renvoyant dans leur corps, en quelque sorte, en disant on n'est pas là pour faire grandir une entreprise et devenir riche, on est là pour créer des nouvelles institutions. Et ces entreprises sont le moteur, en quelque sorte, d'un effort d'innovation institutionnelle. Et la mise en perspective, elle est aussi utile parce qu'elle revient par une boucle de rétroaction vers les entrepreneurs eux-mêmes. Une fois que la conversation se cristallise sur qu'est-ce que va devenir le système de santé dans une économie plus numérique, les entrepreneurs qui ont le nez dans le guidon, l'information arrive jusqu'à eux, mais sans qu'ils aient besoin de relever la tête du guidon, parce que ça devient prégnant, et donc ça les met sur les bons rails, en fait. Et ce que les États-Unis ont réussi dans certains secteurs, enfin la Silicon Valley, parce qu'encore une fois, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup investi là-dedans, c'est à faire émerger des discussions institutionnelles sur les secteurs que leurs startups cherchaient à conquérir. Et nous, ici en Europe, on a beaucoup de mal à faire ça, parce que les investisseurs qu'on a en Europe, c'est des gens qui sont en général des purs financiers, qui n'ont pas du tout conscience qu'ils sont en train de financer des entreprises qui participent à une transition technologique, qui pensent juste qu'il faut financer la énième entreprise de e-commerce ou de publicité en ligne. Et du coup, personne n'a fait ce travail jusqu'à une date assez récente. En fait. Eh ben, merci Nicolas, pour moi c'était très clair. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ok. Alors, il y a un micro. Je vais intervenir, il y a un micro. Pour ceux qui veulent, j'ai vu que Mehdi t'avait levé la main très tôt. Du coup, la première question sera pour toi. Mais juste pour vous prévenir, si vous avez des questions, c'est avec le micro. Puisqu'on parlait d'État et de chantier institutionnel, on a beaucoup parlé des États-Unis et de la France. Il y a dans le livre une réponse qui est plutôt contre-intuitive, qui est en fait l'état duquel proviendrait peut-être cette protection sociale un peu New Age. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous êtes venu cette idée? Oui, alors c'est la Chine en l'occurrence. Alors j'utilise la Chine dans le livre de façon un peu comme un épouvantail. Mais parce qu'il y a des récurrences historiques qui sont intéressantes. Donc si on veut revenir encore une fois dans le passé, la troisième révolution technologique, dont tout à l'heure j'ai parlé du ferroviaire, la première, la révolution industrielle, après c'était le ferroviaire, plus tard il y a eu l'automobile, mais entre deux il y a eu une révolution technologique qu'on a un peu oubliée, parce qu'elle a moins fait parler d'elle, c'est la révolution sidérurgique.
Et la révolution sidérurgique, elle a vu une redistribution de puissance entre les pays dominants. En fait, les deux premières révolutions, la révolution industrielle et le ferroviaire, c'est la Grande-Bretagne qui était le pays dominant, qui a fait tout avant les autres, qui a investi beaucoup d'argent, qui en a tiré les bénéfices, elle est devenue richissime, puissante, etc. Et puis la révolution sidérurgique, la Grande-Bretagne a complètement raté le coche parce qu'ils avaient gagné tellement d'argent dans les deux précédentes révolutions que quand on venait frapper à la porte des financiers dans la City à Londres pour leur dire il y a un truc nouveau, là c'est maintenant on arrive à fabriquer de l'acier pas cher, c'est un alliage hyper robuste qui va permettre de construire des grands ouvrages d'art et complètement révolutionner l'ingénierie. Ils disaient écoutez, on gagne assez d'argent comme ça en commerçant avec la Chine, l'Inde, etc. On n'est pas intéressé par votre truc, d'ailleurs ça ne marchera jamais. Et donc en gros la Grande-Bretagne est complètement sortie de route parce qu'elle a complètement raté le virage de la sidérurgie. Et là, deux autres pays se sont élancés pour essayer de faire la course en tête, qui sont l'Allemagne et les États-Unis. Et l'Allemagne a longtemps été vue comme le pays le plus puissant dans l'économie mondiale de la sidérurgie au tournant du XXe siècle. Sauf qu'ils ont rencontré un gros problème, c'est qu'ils ont été emportés par leur bellicisme vers la Première Guerre mondiale, qui les a complètement mis à plat. Qui les a écrasés économiquement. Il y a eu les réparations, le traité de Versailles, la montée du nazisme, etc. Donc l'Allemagne a été stoppée net par une crise politique d'une ampleur épouvantable. Et du coup, les États-Unis se sont engouffrés dans la brèche, ont fait grandir leur industrie sidérurgique à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et sont devenus le pays le plus puissant du monde grâce à la sidérurgie. Et ensuite, ils ont réussi le virage vers l'automobile, puis vers le numérique, et ils n'ont jamais lâché la première place, en fait, depuis. Et là, ce qu'on est en train de voir, si on essaie de faire des comparaisons historiques, c'est que les États-Unis sont en train de prendre un virage à l'allemande, en fait. C'est-à-dire, ils ont tout pour réussir, ils sont en train de faire la course en tête, et puis ils élisent un abruti qui est en train de fermer tout ce qu'il fallait ouvrir pour se positionner dans cette économie numérique globale, qui est devenu un opposant déclaré de toutes les grandes entreprises numériques, pour des raisons diverses. Qui est en train de complètement démanteler ce qui leur reste de protection sociale, et donc il est en train d'affaiblir le tissu social, d'appauvrir les gens, d'affaiblir les travailleurs, etc. En plus, il dépose des juges à la Cour suprême qui vont continuer de faire ça pendant des décennies. Et pendant ce temps-là, il y a un pays qui ressemble aux États-Unis de la fin du XIXe siècle, c'est la Chine. Eux, ils sont là, mine de rien, ils disent bon, bah, puisque les États-Unis sont en train d'aller droit vers le mur, nous, on va continuer d'investir plus fort, puis on va commencer à se développer à l'international, soutenir nos entreprises pour qu'elles prennent les premières places dans l'intelligence artificielle, dans les paiements sur mobile, dans ceci, dans cela. Et à un moment donné, comme tous les pays développés, ils vont se heurter au mur de la protection sociale. C'est-à-dire ils vont avoir des entreprises qui tournent à plein régime, des patrons et des ingénieurs et des financiers qui s'enrichissent, mais une agitation en fait liée à la croissance des inégalités et à l'insécurité économique, une demande de sécurité. Voilà. Les gens vont dire c'est formidable que le pays se développe si bien, mais nous, les Chinois, on aimerait un peu plus de sécurité en cas de problème, un peu plus d'accès au capital, un peu plus de justice sociale, etc. Et là, comme le gouvernement chinois, ils sont très, comme en plus les gens ne votent pas, n'ont pas le droit de voter, donc ils sont très soucieux qu'il n'y ait pas trop d'agitation, parce que quand les gens votent, le vote c'est un bon défouloir en fait, mais quand les gens ne votent pas, ils ne savent plus sur quoi se défouler et ça peut exploser de façon épouvantable. Donc les dirigeants chinois le savent très bien, et donc ils savent très bien que les Chinois, plus la Chine se développe, plus l'économie devient instable et injuste, et plus les Chinois vont demander de la sécurité et de l'égalité. Et donc ils vont déployer une protection sociale, mais avec tous les avantages qu'avaient les États-Unis au début du XXe siècle. C'est-à-dire ils vont la déployer sur une feuille blanche, sur une page blanche, parce qu'ils ne sont pas encombrés par les institutions du passé, puisqu'ils étaient très pauvres encore à une date récente. Et leur protection sociale, qui va inévitablement arriver, elle sera conçue dans l'économie d'aujourd'hui, par des gens qui ont grandi dans le numérique, et elle va épouser parfaitement tous les besoins et tous les contours de cette économie. Et on en voit déjà les germes dans le fameux système de crédit social. Et vous avez peut-être lu des articles là-dessus, sur le fait que l'État chinois collecte des données sur tout le monde pour mettre des notes sur les gens en fonction de leur comportement politique et social. Les gens qui ne payent pas leur ticket dans le bus, on dégrade leurs notes et ça les empêche d'accéder à certains services publics, etc. Donc quand les gens lisent ça, ils disent « mais c'est épouvantable, c'est une société de la surveillance généralisée, etc. »
c'est Black Mirror. Voilà. Mais, alors bien sûr, c'est épouvantable, parce que personne n'a envie d'habiter en Chine avec un régime politique pareil, en tout cas pour nous occidentaux. On n'a pas du tout été habitués à ça. Mais ce système de crédit social, c'est le socle sur lequel ils vont construire leur protection sociale. Parce que ça va aussi faciliter l'accès des gens au système hospitalier, ça va permettre de déployer un système de retraite qui marche, de faciliter l'accès au logement, etc. Et donc ils vont inventer leur protection sociale, et puis si nous, pendant ce temps-là, on ne fait rien, ben un jour ils vont nous dépasser économiquement, grâce à leur puissance économique doublée d'une protection sociale qui fonctionne parfaitement, qui a été faite pour aujourd'hui, et on finira par avoir envie de les imiter. Mais si on les imite, soit on devra en payer le prix en termes de démocratie, parce que c'est un système qui aurait été fait pour la Chine, pas pour des pays démocratiques comme nous, soit on refusera de les imiter parce que ça heurte nos principes démocratiques, mais du coup on se retrouvera, nous, sans protection sociale, et en plus en Europe, sans entreprise numérique, et on se déclassera complètement, en fait. Donc la Chine, je l'utilise comme un épouvantail. Je ne suis pas du tout sûr qu'ils arrivent un jour à créer une protection sociale digne de ce nom, mais en tout cas, tout indique que s'ils jouent bien leur truc, il peut se passer des choses comme ça, et donc je l'utilise comme ça, pour dire, regardez, ils sont en train de le faire, donc dépêchons-nous de le faire aussi, parce que sinon, le nouveau monde sera chinois comme il a été américain la fois précédente. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Question Renard. Est-ce que tout ce qui est les changements dans la façon de travailler, l'amélioration des connaissances, des compétences qui n'est pas pareil, qui est en mutation extraordinaire aujourd'hui avec le smartphone, on ne parle pas beaucoup de ça, mais la manière dont, en fait, sur le terrain, et non plus dans les états-majors, de plus en plus, les start-up ou les indépendants travaillent plus librement avec les gens qui ont été quand même un peu barrés pendant des années. Est-ce que ça ne fait pas partie de l'équation de la protection sociale, cette façon extraordinaire qu'on a d'améliorer tout le temps ses compétences individuellement et collectivement? Alors ça, c'est un très bon exemple. Pour moi, la politique, depuis quelques décennies, elle est dominée par une obsession qui est celle du chômage. On voit bien que l'économie fordiste, fatiguée, essoufflée, à bout de souffle, détruit des emplois. Elle les détruit des emplois par recherche d'efficience, de gain de productivité, etc. Et donc on se demande quoi faire de tous ces gens qui perdent leur emploi. Et la réponse des politiques, qui je pense est très irritante, est devenue très irritante pour l'électorat, c'est-à-dire c'est pas grave, on va vous payer une formation et puis ça va vous remettre sur les bons rails et vous trouverez un emploi dans un autre secteur. Il y avait un épisode très intéressant en 2017 quand Macron a été à l'usine Whirlpool. Il leur a dit ça, il leur a dit mais non, la solution c'est pas de laisser l'usine ouverte parce que l'usine ne tient plus la route, etc. La solution c'est de vous former. Et les ouvriers en face répondent mais ça fait 30 ans qu'on nous dit ça, qu'on va nous former, que ça va résoudre tous nos problèmes. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, évidemment. Et ça ne marche pas, évidemment, parce qu'on a été habitué à un système où les décisions de formation sont planifiées, ordonnées d'en haut, financées par l'État ou par Pôle emploi, etc. Et donc ne sont pas du tout adaptées, en général, ni aux besoins de l'économie, surtout que c'est une économie qui bouge de plus en plus vite, ni aux attentes personnelles des principaux concernés, qui sont les individus. Mais on était prisonnier de ce système parce que les formations, c'était des ressources rares et chères. Aujourd'hui, le numérique a complètement banalisé ces ressources. Et les ressources de formation, c'est des vidéos gratuites sur YouTube, c'est une infinité de billets de blogs, de forums sur lesquels on trouve des réponses à tout. Et c'est surtout la capacité de se connecter à d'autres gens qui, eux, ont les réponses aux questions qu'on se pose ou un savoir à partager. Et donc la formation, qui était un bien rare et cher, et donc il fallait que l'État s'occupe de la rendre financièrement accessible et la documente et la catalogue et l'oriente vers les bonnes personnes. Et ça ne marchait pas du tout parce qu'on ne peut pas planifier tout ça d'en haut. Maintenant, les gens ont accès à tout. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est la conscience que toutes ces ressources sont là et le réflexe d'aller s'en emparer, en quelque sorte. Et c'est pour ça que les syndicats sont très importants. Ça, c'est un très bon exemple de dynamique impulsée par des organisations syndicales. C'est que si ces gens étaient syndiqués par des syndicats qui ont conscience qu'il y a des ressources de formation, c'est les syndicats eux-mêmes qui pourraient orchestrer le fait pour leurs membres d'aller se former gratuitement entre eux, en groupe, collectivement, à des nouvelles disciplines, à des nouveaux métiers,
C'est ce que j'explique dans le livre. Pour moi, les syndicats demain, ce n'est pas les syndicats qui protégeront les employés là où ils sont, c'est les syndicats qui organiseront l'exfiltration permanente des salariés vers des meilleurs emplois ailleurs. Et donc, ces syndicats, ils aideront les gens à réfléchir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, à diagnostiquer eux-mêmes leurs besoins de formation, à accéder aux ressources gratuites et abondantes qui leur permettront de se former, à les connecter à d'autres gens qui pourront les guider et les coacher dans leur formation. Ils les aideront à déménager, à trouver un nouveau logement. Ils aideront les conjoints qui devront suivre, etc. Et en faisant circuler comme ça, ils créeront un rapport de force avec les entreprises. Juste, mais il faut dire ça à Macron, parce que Macron, il continue de dire on va réformer la formation professionnelle et former les chômeurs pour qu'ils retrouvent un emploi. C'est vrai, mais brièvement, oui. Alors qu'il suffit de les connecter à YouTube. On a vu beaucoup d'associations professionnelles pendant 30-40 ans qui ne servent plus à grand-chose aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas inventer le campus, qui n'est pas celui d'HEC, mais le campus de 2025 ? C'est un endroit où on vient avec son smartphone, on est employé, on est PME, on est dirigeant, on est ministre, et on est complètement ouvert au niveau Europe. Il y a des choses à catalyser ici. Et avec le local est vraiment quelque chose dans lequel ça pourrait partir. Je pense que ça existe déjà. Les gens sont déjà connectés les uns aux autres. Moi, je vois toujours les freelances comme une avant-garde. C'est des gens qui ont compris avant les autres qu'on n'avait pas besoin de rester dans le carcan des entreprises, du salariat dans les entreprises à bout de souffle pour joindre les deux bouts. Et donc, ils s'extirpent de ça, et puis ils constatent, quand ils commencent à réfléchir à comment m'extirper de ça, que toutes les ressources sont abondantes et disponibles. Ils se connectent à d'autres gens qui les rassurent en disant « moi aussi, moi j'ai fait le pas avant toi, ça s'est très bien passé ». Demain, dans les années 60, c'était normal pour les gens d'être membres du syndicat et de se retrouver régulièrement à la cellule syndicale et de faire le piquet de grève quand il y avait un problème. Demain, les gens seront tous membres du syndicat, mais ils seront dans cette dynamique d'apprentissage permanent, de réflexion sur le coup d'après, d'entraide pour se reconvertir et circuler. Je ne sais pas si on a besoin d'un campus ou d'un local pour faire ça. Je pense qu'on a besoin de communautés en ligne, en fait. Merci beaucoup, Nicolas. On arrive au bout. Je vous propose de l'applaudir. Alors, je voudrais vous parler un petit peu du livre. Donc, moi, je l'ai lu cet été, c'est absolument passionnant. Si on s'intéresse à comment le monde évolue au niveau économique et comment on peut soi-même faire son chemin, par exemple pour moi qui suis entrepreneur, mais pour les gens qui sont indépendants, les gens qui sont salariés, qui veulent s'inspirer, les gens qui font des politiques publiques, je pense que c'est un livre qu'il faut avoir lu pour au moins avoir cette compréhension-là. Il n'y a pas de réponse toute faite, mais au moins on est un peu plus intelligent après avoir lu ça. Donc merci Nicolas. Le livre est sur Amazon. Je crois que c'est que là qu'on peut l'acheter pour l'instant. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Et tu restes encore avec nous quelques minutes. Donc les gens qui n'ont pas osé poser leurs questions, Nicolas est encore avec nous quelques minutes et on va aller boire quelque chose et grignoter quelques petites choses. Merci beaucoup. Merci. Merci.